Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ce qu'il faut retenir de la statique des fluides en spécialité en classe de première. Au niveau des applications, nous verrons principalement les dangers de la plongée et on parlera aussi de ce qui se passe lors de l'explosion d'un volcan, comment ça se fait qu'il arrive, que la poussée du magma arrive à faire exploser une montagne. Vous vous rappelez donc du matériel, vous reconnaissez ici le manomètre que l'on a utilisé, c'est lui qui va nous permettre de mesurer la pression. Et vous reconnaissez ici notre manoscope. Il y a donc une membrane sur laquelle l'air ou l'eau va pouvoir appuyer. Et on va pouvoir mesurer à l'aide de l'appareil la pression. Dans la synthèse, voilà ce qu'il faut se rappeler. Déjà, on va faire un bref rappel sur les grandeurs pour décrire un fluide. Alors attention. La définition d'un fluide, c'est un liquide ou un gaz qui n'a pas de forme propre, contrairement au solide. Il possède un volume facilement déformable, dont la forme s'adapte au récipient qui le contient. Vous pouvez vérifier quand vous mettez la même quantité d'eau et si le verre n'a pas la même forme, à ce moment-là, l'eau s'adapte. Il peut facilement se déformer ou s'écouler sous l'effet de contraintes mécaniques. Il y a deux sortes de fluides, les liquides et aussi les gaz, puisque les solides ne le sont pas. Donc nous, on considérera que les gaz sont des fluides dits compressibles, car on peut diminuer leur volume. Par contre, pour les liquides, inversement, ce sont des fluides incompressibles. Donc la différence devra être bien retenue. Les liquides ont par contre des masses volumiques environ 1000 fois supérieures aux gaz, car c'est un milieu condensé dans lequel les sous-espèces chimiques ne peuvent que vibrer autour de leur position d'équilibre. Donc attention à la vision macroscopique et microscopique, on fait bien la différence. Les différentes grandeurs, donc la température, le volume, la masse volumique, la densité et la pression. On commence par la température. Donc là, vous avez Celsius, donc ici, on notera la température. Alors par contre, on a pour habitude d'utiliser un θ quand nous sommes en degrés Celsius. Et vous avez donc ici Monsieur Celsius. Ici, c'est en Celsius. Ici, la température, c'est donc, on marque T majuscule et on marquera juste un K. On ne met pas de degrés Kelvin, on parle des Kelvin. La relation ici est à retenir. Vous devez pouvoir passer de la température en Kelvin à la température en degrés Celsius. Il y a juste cet écart d'échelle. Mais 1 degré Kelvin correspond à 1 degré Celsius. Ils ne sont pas égaux parce qu'il y a un décalage, mais l'écart, quand on bouge de 1, on bouge de 1 des deux côtés. Donc, c'est les Kelvin. Et c'est pour ça que je vous embête toujours. Pour que vous fassiez la différence quand vous m'écrivez kilogramme, je ne veux jamais voir kilogramme parce que moi, je comprends Kelvin. Donc ça, c'est non. Maintenant, les Fahrenheit. Alors, voilà la relation. Donc là, ici, je mets le θ. Comme ça, au moins, vous voyez comment je l'écris. Alors, ça, c'est pas à connaître, c'est juste pour la culture, parce que quand vous êtes dans les pays anglo-saxons, ce ne sont pas les degrés Celsius qui sont utilisés, mais les degrés Fahrenheit, donc les États-Unis. Maintenant, on a vu la température. On va voir donc le volume. Donc le volume, c'est obligatoirement un V majuscule. Le V minuscule, c'est pour la vitesse. C'est en mètres cubes, l'unité du système international. Vous vous rappelez que 1 millilitre, c'est la même chose que 1 centimètre cube et que 1 litre, c'est un décimètre cube. 1 mètre cube, vous imaginez un cube d'arrête à mètre. Donc vous voyez à quoi ça ressemble. Ensuite, maintenant, la masse volumique. Le Bureau des poids et des mesures conseille d'utiliser la lettre ρ. Et l'unité dans le système international, c'est des kilogrammes mètre cube moins 3. C'est la même chose que des kilogrammes par mètre cube. Par contre, il va falloir convertir ou savoir convertir. Ensuite, la densité. Donc, la densité, quand c'est pour un liquide, pour un gaz, vous vous rappelez que c'est par rapport à l'air. Donc, ça sera ρ, donc du liquide en question,
de l'espèce chimique, divisé par la masse volumique de l'eau. La densité n'a pas d'unité, puisque vous allez choisir la même. Donc, si vous êtes en kilogrammes mètre cube moins 3, ici, vous serez obligatoirement en kilogrammes mètre cube moins 3. Dans la définition officielle, on ne prendra la masse volumique que de l'eau à 4 degrés Celsius ou à 20 degrés Celsius. Ensuite, la pression. Alors là, je vous ai mis quand même les plus importants. Ici, vous avez donc Pascal, Blaise Pascal. Donc la pression, son symbole, c'est P, et son unité, ça sera en Pascal. On ne va prendre que les 2 premières lettres. Là, ici, vous avez Monsieur Torricelli, qui a donc travaillé dessus. Là, ici, vous pouvez observer à cet endroit-là un tube qui contenait du mercure. Et c'est comme ça qu'il arrivait à voir, qu'il a pu mettre en évidence la pression atmosphérique en fonction de la météo. Et c'est comme ça qu'on a l'unité, donc le torr et puis le millimètre de mercure qui correspondent. Ce que vous devez connaître, c'est la pression atmosphérique. Quand elle n'est pas indiquée dans un énoncé, on suppose qu'elle est donc égale à 1013 hectopascales. L'unité qui est fréquemment, la sous-unité qui est fréquemment utilisée sera l'hectopascal. Il faudra donc connaître cette valeur, si elle n'est pas indiquée dans l'énoncé, connaître, donc là je vais vous l'indiquer d'une couleur différente, la correspondance. Par contre, la correspondance avec les millimètres de mercure n'est pas obligatoire, elle sera indiquée. Occupons-nous maintenant du grand 2, l'action d'un fluide sur une surface. Imaginez, on a donc un récipient. Si vous appuyez ici, vous allez donc exercer une force F sur une surface S. Et la pression qui va être exercée sera égale donc à la norme de cette force. Vous vous rappelez que la norme est écrite comme ceci en maths, divisée par la surface. C'est comme ça qu'on rencontrera souvent cette écriture. Indiquons maintenant les unités. P, c'est une pression, c'est donc en pascal. F, c'est une force, donc c'est en newton. S, c'est une surface, c'est en mètres carrés. On peut donc dire que le pascal est homogène à des newtons mètre moins 2. Pour la synthèse, le modèle de comportement d'un gaz, la loi de Mariotte. Ça correspond à la manipulation que nous avions faite en utilisant la seringue directement liée au manomètre où on emprisonnait une quantité d'air précise à une température, la température de la salle, en espérant qu'il n'y ait pas de gros changements de température pendant l'expérience. Ce que nous pouvons en conclure, après nos différentes expériences, que P multiplié par V est égal à une constante. C'est-à-dire que si vous avez à une certaine pression, qu'on peut appeler P1, un volume V1, si vous changez le volume, vous allez pouvoir mesurer une pression V2 et en multipliant par le volume V2, quand vous tirez sur le piston de la seringue, vous avez donc que P1 fois V1 est égal à P2 fois V2. On a une relation. Attention cependant, ce n'est pas une vraie constante. Ce n'est pas ce qu'on appelle une constante universelle. C'est pour ça que dans les exercices, nous utiliserons cette relation-là, puisque nous serons par exemple soit avec 2 volumes différents ou 2 pressions différentes. Pensez par exemple à la plongée, c'est un des meilleurs cas utiles avec le volume d'air emprisonné dans les poumons. Donc maintenant, la 4e partie, la loi fondamentale de la statique des fluides incompressibles. Imaginez, vous êtes un plongeur, le fond donc de l'eau est ici, vous êtes là
à la surface de l'eau et vous allez plonger à ZB. Pardon. Là, ça va correspondre à la pression PA, pression atmosphérique, et là, ça correspondra à la pression PB. La loi fondamentale de la statique des fluides, c'est la dernière expérience que nous avions faite quand on a plongé le manoscope, et on peut en conclure que P, donc au point A, plus la masse volumique du liquide dans lequel vous êtes, multiplié par l'intensité de la pesanteur du lieu où vous êtes, multiplié par son altitude ou sa profondeur, suivant le cas dans lequel vous êtes, est égal. Maintenant, on écrit, comme vous le voyez à droite, l'équivalent de la relation de gauche, mais au point B. Donc ça sera la pression au point B, plus le groupement qui correspond en réalité à ce qu'on appelle, donc c'est lié à l'énergie potentielle d'un certain côté. Et vous retrouvez ici, donc ρ fois G, donc ρ, la masse volumique du liquide, G, l'intensité de la pesanteur en newton kilogramme moins 1, et ici ZB pour l'altitude. Faites attention à deux choses. Donc vous voyez qu'ici, ça correspond au point A. Ici, ça correspond au point B. Séparez bien les deux, mettez bien A d'un côté et tout ce qui concerne le point B de l'autre côté. Dans votre livre, ils mettent les pressions du même côté, mais ça sera beaucoup plus pratique quand on passera en terminale, parce que vous aurez un troisième groupement à rajouter ici, et donc là, et qui sera l'équivalent, si vous voulez, de la partie cinétique, c'est-à-dire liée à l'écoulement du fluide. Mais ça, c'est pour la terminale, no spoil. Vous ferez aussi attention, l'axe Z, je l'ai mis là. Si dans un exercice, on vous dit qu'il est à un autre endroit, c'est-à-dire si le 0 se retrouve ici, à ce moment-là, vous allez avoir des profondeurs négatives. Si on dit que c'est le niveau de l'eau qui correspond à 0, et ça paraît beaucoup plus logique, donc il faudra faire attention, vous risquez d'avoir des moins. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention et que le schéma est obligatoire. Pour la bibliographie, merci à Wikipédia pour les illustrations historiques. À bientôt!